1975. Les Américains se retirent du Vietnam. 250 000 Québécois fêtent la Saint-Jean sur la montagne. Et la commission d'enquête sur le crime organisé, la SECO, devient le meilleur spectacle en ville. Ici Isabelle Richer. Bienvenue à Tout le monde en parlait. Au printemps de 1975, on ne parle plus que d'une chose à travers la province, le scandale de la viande avariée. Les Québécois sont complètement dégoûtés. Ils viennent d'apprendre qu'ils en consomment depuis des années. Des charognards sans scrupules dévoilent à la SECO qu'ils ont vendu, et très cher à part ça, de la viande impropre à la consommation aux commerçants du Québec. Deux nouvelles figures apparaissent, le juge Jean Duthil et le procureur Régent Paul. Les deux hommes ont entrepris de livrer une guerre sans merci au crime organisé, en commençant par les charognards qui font des affaires avec la mafia. Au début, je me présentais à un restaurant avec des amis pour souper. On tassait des gens pour me faire de la place, puis surtout, on voulait toujours me mettre une table près de la porte d'entrée pour que... Hein? Et les gens arrêtaient. J'étais vraiment... comme une bête de cirque, en définitive. Et puis certains auraient pu dire, ben le juge Duthil mange du bœuf, alors, à telle place. Alors, je veux dire, l'occasion fait le larron. La publicité est là. Allez à telle place, le steak est bon. À cette époque-là, il n'y avait pas que Jean Duthil et Régent Paul qui surveillaient ce qu'ils mangeaient. La plupart des Québécois digéraient très mal les révélations de la SECO. Ça m'a poussé l'appétit pas mal. Que vous êtes content de ce qui se passe à la commission d'enquête sur le crime organisé? Très content, mon cher ami, très, très content. Et comment ça? Ben, vous imaginez, on mangerait plus de charogne les prochains 5 ans, peut-être. Je ne croyais pas qu'à ce moment-là, que ça aurait une telle réception dans la population. 2 jours après, tout le monde connaissait ça. On appelait déjà ça la SECO, on appelait ça déjà la viande avariée. Il fut un temps, par exemple, là, au pire de la viande avariée, où on a décidé d'aller plutôt vers le poisson. Dès les premiers jours des audiences, des charognards révèlent qu'ils ont vendu 500 000 livres de viande avariée aux gourmets de l'Expo 67. Oui, c'est vrai. Obi, c'est mon ami. Obi, c'est William O'Brunt, propriétaire de salaisons, de restaurants et fournisseur exclusif de l'Expo, mais surtout l'associé de Vic Cotroni à la tête de la mafia italienne au Québec. La SECO a enfin la preuve que le crime organisé est mêlé au commerce de la viande avariée. Non, mais là, je parle en son nom à lui. Je parlais à son nom. Autrement dit, vous êtes associé en argent, donc si vous payez, c'est de l'argent à M. Cotroni aussi. On s'était rendu compte que Regio Foods, qui appartenait à Vic Cotroni, où on avait des micros clandestins un peu partout, avait acheté de la viande avariée. Alors, quel merveilleux moyen de faire la liaison entre le réseau québécois de viande avariée, l'incurie et le laxisme qui existait au Québec en matière de, si vous voulez, de contrôle. Il y avait des micros qui étaient installés dans l'usine, si c'était une usine là, de Regio Foods. Dans le bureau principal et en dessous de la table, si je me souviens bien, il y en avait plusieurs, et dans des coins et dans le plafond. Et ça vous a permis de recueillir de la preuve qui vous a permis d'interroger les témoins. On va regarder un extrait d'un témoin, justement. Parfait. Monsieur le commissaire Regio n'a jamais acheté de viande malade ou de viande morte de peur, là. Vous n'êtes jamais parti, Regio, pour en acheter, d'accord. Mais vous saviez que Massé vous fournissait ça. Oui, puis... Vous saviez le prix qu'il vous le fournissait. Gilbert avait tellement de respect pour moi qu'il ne m'aurait pas fait ça. Ah, vous n'avez pas fait ça? Gilbert nous dit qu'il avait fait ça. Il a manqué de dire... Il a été irrespectueux. J'ai écouté ça hier soir, puis je n'ai pas aimé ça. Vous n'avez pas aimé ça? Monsieur Paul? Je vous comprends. Le public nombreux qui écoute les audiences de la SECO apprend que depuis la fin des années 60, le charognard Massé aurait vendu des centaines de milliers de livres de viande avariée à Regio Food pour faire de la saucisse. Sa devise, plus la viande sent mauvais, plus il faut l'épicer.
Est-ce que tout ce bœuf-là servait pour les fins de votre production de saucisses dont vous étiez le directeur de production? À peu près. Si à un moment donné, on est à un abattoir et il y a une vache qui s'écroule avant l'abattage, que doit-on faire avec cette vache-là, même si elle continue à avoir le souffle de vie? Toute la chaîne de l'alimentation était corrompue. Les récupérateurs d'animaux morts de maladie, les équarrisseurs, jusqu'aux bouchers de quartier qui mêlaient de la viande avariée au bœuf. Même les inspecteurs des viandes fermaient les yeux. En échange de pots de vin, ils mettaient carrément le sceau approuvé sur la charogne. Le problème des viandes impropres à la consommation humaine. Vous préoccupez. Et effectivement, avez-vous été renseigné par vos inspecteurs, par les gens du ministère et par vos propres expériences sur la commercialisation de cette viande impropre? Des entreprises apparemment respectables, comme la Federal Packing, étaient elles aussi impliquées. Mais le plus drôle de l'affaire, c'est que beaucoup de gens que je rencontrais suite à la révélation de ce scandale me disaient c'est don de valeur parce que c'était la meilleure saucisse sur le marché. Des centaines d'emplois légitimes risquaient d'être abolis parce que la Federal Packing avait utilisé en 8 ans 16 millions de livres de viande avariée dans ses produits. On a fait des enquêtes, on a fait des filatures, on a eu des délateurs, on a eu des collaborateurs. Quand on a sorti ça en public, c'était véritablement embêtant. Et effectivement, malheureusement pour la région, la Federal Packing est obligée de fermer ses portes. Actuellement, tous les moyens sont pris, des saisies sont prises, qui ont été prises, d'autres seront prises. On va collaborer avec la commission d'enquête et nous allons continuer à prendre le maximum et à faire le maximum de gestes pour assurer la santé de la population. Votre enquête, qu'est-ce que ça va changer? Bien, je pense, sans présumer là, des conclusions que le gouvernement va apporter à cette enquête-là, je pense que ça va resserrer les contrôles administratifs de façon substantielle à tous les niveaux. Et il y en a eu... Et il y en a eu énormément de résultats et de conséquences. D'abord, on a déposé un projet de loi. On a embauché, je pense, 200 inspecteurs à travers le Québec. Là où il y avait 2 inspecteurs pour les animaux impropres à la consommation humaine, on en a embauché 15 pour le Québec. Mieux que toutes les émissions de télé-réalité, ces premières audiences télévisées de la SECO avaient mis le public en appétit. À la fin de 1975, les Québécois allaient enfin pouvoir mettre un visage sur les noms mythiques des Cotroni et se faire expliquer comment la mafia montréalaise était reliée à la grande famille Bonanno de New York. Vous pouvez visiter notre site Internet à radiocanada.ca/parler et ne manquez pas le site des archives. La SECO connaît un succès considérable. Le film Le Parrain est encore à l'affiche dans les salles de cinéma. Tout comme le public d'aujourd'hui semble ne pas se lasser des histoires de motards, imaginez comment il y a plus de 30 ans, il a pu se régaler de voir les gros noms de la mafia défiler devant les juges de la commission. Le public apprécie particulièrement de voir le juge, Jean Duthil, ne pas s'en laisser imposer. À ce moment-là, on m'assimilait quasiment à une vedette de télévision, ce que je n'étais pas du tout. Il y avait des gens qui appelaient « Merci beaucoup pour votre programme ». Je vais démontrer au cours de cette semaine comment vit une famille comme celle de Montréal, comment vit une famille de mafiosos comme celle de New York, quelles sont les relations interfamilles. La commission a le vent dans les voiles. Le temps est venu de faire la lumière sur les activités de la pègre. Vic Cotroni a enfin un visage, mais il ressemble davantage à un grand-père inoffensif qu'au célèbre Al Capone. Vous pouvez témoigner debout. Quand matin? Oui. Je suis pas capable de témoigner. Vous n'êtes pas capable de témoigner, non? Pour quelle raison, M. Cotroni, vous n'êtes pas capable de témoigner? Je suis pas bien. Pardon? Je suis pas bien. Il représente de nombreuses pathologies. Mais le tableau clinique actuel est dominé par la pathologie cardiovasculaire. Pendant que le médecin énumère les maladies du parrain pour lui éviter de témoigner, la commission a la satisfaction de voir le vieil homme parader de force devant tout le Québec. Dans les circonstances, M. Cotroni, nous allons ajourner votre témoignage. Nous savions d'avance que c'était la loi de l'omerta. Alors, nous savions d'avance qu'il ne dirait rien.
Ça n'existe pas selon vous, la mafia. Je dis pas que ça n'existe pas. Ça existe peut-être autant que le Chevalier de Cognon de la Saint-Jean-Baptiste. Mais que Vic Cotroni contrôle la mafia, ça n'existe pas vrai. Ça fait 40 quelques années, Monsieur le Président, que je suis avec lui comme associé, et je me suis jamais aperçu de ça. Mafia, Cosa Nostra, il y a toujours des mots qui reviennent, à tous les jours, à presque chaque page. Le respect du quelqu'un. Le respect dû au parrain. Vic Cotroni, un ami de Joe Bonanno, le grand patron de la mafia de New York, a consolidé son pouvoir sur Montréal dans les années 50. Malade, vieillissant, il est maintenant temps pour lui de songer à la retraite. Deux clans s'affrontent pour sa succession, le clan sicilien et le clan calabrais, représenté par Paolo Violi. Pour échapper à la séco, Violi s'est enfui en Ontario, où son beau-père, Giacomo Lupino, dirige la mafia ontarienne. Dès le début des audiences, c'est clair que Violi n'a pas l'étoffe d'un chef. Même le public peut voir la différence entre Cotroni et Violi. Le premier impose le respect, le second s'impose par la peur. Quelle sorte de menace? Une sorte de menace qui est disant qu'il m'aurait coupé des jambes, pas d'assez de ça. Vous savez, les menaces, vous savez aussi. Qu'on aurait coupé quoi? Des jambes. On vous menaçait de vous couper les jambes? Oui. À la suite de menaces avec un gun, vous avez signé les chèques. Oui. Vous pleuriez? Oui, je pleurais vraiment, Paolo. J'ai pleuré, puis je lui ai dit, Paolo, j'ai des enfants, moi aussi, comme tu l'es, toi aussi. Avez-vous peur, vous aussi? Ben, je crois. Vous, si vous étiez à ma place, vous aviez peur aussi, je crois, non? Plus les travaux de la commission progressent, plus Violi est pointé du doigt et coincé. Pendant des semaines, le public, mais aussi la mafia, peut entendre tout ce qui se passe dans l'entourage de Violi. Monsieur Violi est enregistré. Il était sous écoute. Il était sous écoute partout dans la maison. Dans son restaurant, la Geletaria. Il y avait un bar aussi. Il y avait sa maison. Il était sous écoute partout. Il se méfiait, mais là, on savait où... Il pensait qu'à telle place, il y avait des micros, mais il ne savait pas où ces conversations-là avaient été portées. Et l'occasion faisant le rond, mais il ne pouvait pas s'empêcher de faire des commentaires. M. Violi racontait un tas de choses. M. Violi parlait au téléphone, c'était incroyable. Parlait en sicilien, parlait en calabrais, parlait parfois d'un genre de dialecte avec d'autres. Et puis, M. Violi voulait prendre beaucoup de place, énormément de place. On fera même entendre à la commission un enregistrement où Violi raconte à Cotroni comment il a tenté d'assassiner un certain Pierre Lacerte. Quand il sera finalement arrêté à Toronto en compagnie de son avocat, Paolo Violi sait que sa tête est mise à prix. La prison sera son refuge le plus sûr. Mr. Violi, this commission finds you guilty of contempt and sentence you to 12 months in jail. Le moment clé des audiences sera toutefois le témoignage de Pietro Sciarra, un mafioso sicilien envoyé par la mafia internationale pour évaluer les successeurs de Vic Cotroni. Une mission qui exigeait la plus totale impartialité. Vous venez de la Sicile? Lei viene dalla Sicilia? Oui. Vous y avez passé la majorité de votre vie? Lei ci ha passato la maggioranza della sua vita? Si. Oui. Vous ne connaissez pas ce que veut dire mafia? Lei non sa che cosa significa mafia? Non. Il ressort de la comparution de Sciarra qu'il s'était compromis en appuyant la candidature de Violi. Selon les lois de la mafia, tricher à l'intérieur de la mafia, c'est inadmissible, surtout venant d'un individu comme M. Sciarra. Sciarra doit revenir devant la commission, mais il profite du week-end, c'est la Saint-Valentin, pour aller voir Le Parrain au cinéma avec sa femme. C'est drôle, hein, comme... C'est presque du roman. Il va voir le film Le Parrain, il se fait tuer là. Et il a été tué, selon les rapports qu'on a eus, il a été tué exactement à la façon, exécuté à la façon, à l'intérieur de la mafia. Tiré en plein visage,
avec un loup-para. Un loup-para, c'est un 12, si vous voulez, hein, peut-être un 12, avec des chevrotines, de sorte que ça défigure entièrement. Je m'imagine la scène, ça doit être effrayant. Il sort du cinéma, il était avec sa femme n'a pas été touchée. Un sort identique attend Paolo Violi à sa sortie de prison après avoir purgé 2 peines pour refus de témoigner devant la SECO. Le 22 janvier 1978, il est abattu par le clan sicilien qui semble maintenant aux commandes de la mafia de Montréal. Il aura des funérailles grandioses, ses collègues le traitant enfin comme un parrain. La SECO avait ébranlé la mafia italienne. Elle s'attaquait maintenant au clan Dubois grâce au témoignage d'un dénommé Pierre McSween. La population de Saint-Henri-les-Crins, on en a peur des Dubois. C'est probablement pour ça que la police, tout au cours des dernières années, a eu tellement de troubles à les faire condamner ou à les prendre, parce que jamais personne ne peut se permettre de venir témoigner. Quand on dit à quelqu'un, tu vas aller témoigner, t'étais là, pourquoi tu y vas pas? Es-tu fou? J'ai pas envie de me faire massacrer. Les frères Dubois sont partout où il y a de l'argent à faire. Vente de drogue, prostitution, prêts usuraires. Et ils brutalisent les tenanciers de bar qui refusent leur protection. Ils se mettaient toute la gang, puis s'ils disent on bûche sur lui, ils bûchent, même ils peuvent y rentrer un doigt d'un œil, comme j'ai vu de mes propres yeux à un certain moment donné. Comment ça, rentrer un doigt d'un œil? C'est-à-dire qu'il tenait par ça. À un moment donné, tu vas descendre, puis là, au lieu de t'approcher, tu sais, encore plus, autrement dit, plus sale, mais là, il rentrait un doigt d'un œil, puis là, après ça, il pousse en bas. Ils vont même jusqu'à assassiner ceux qui s'obstinent un peu trop. Moi, j'ai pas de preuve à avoir, j'ai pas l'intention de payer. J'en veux pas de preuve, je veux rien savoir. Il m'a dit, tu liras les journaux demain, puis tu vas apprendre en lisant qu'on est réellement sérieux. Si tu n'as pas l'intention de venir à ça, on va te forcer à venir à ça. Alors, le lendemain, je lisais les journaux et je prenais le double meurtre du Jean-Loup. C'est pas... ça aide pas à remonter un moral. Leurs victimes en ont tellement peur qu'elles font semblant d'oublier les menaces de mort. Et il a été question que Claude Dubois voulait vous tuer. Claude Dubois voulait me tuer? Vous, oui. Moi, il fait une erreur quelque part. Certainement. Claude Dubois, c'était un de mes amis. Oui. Les uns après les autres, les frères Dubois défilent à la barre, mais ils ne sont pas tellement plus bavards que les Italiens qui les ont précédés. Et tenues ou qui se sont déroulées immédiatement autour de vous à l'occasion de la réunion d'un groupe de personnes dans une même salle à l'hôtel Iroquois à la date qui vous a été indiquée. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé là. Je ne sais pas où c'est que quelque chose s'est passé là. Est-ce que c'est vrai que vous avez, dans la journée du 3 août 1974, demandé à Gérald Ticuraté de tuer Réal Lépine? Jamais dit. Est-ce qu'en aucun temps, vous avez déjà offert 2000 $ à Gérald Ticuraté pour tuer Réal Lépine? Encore, je me pose la réponse à cette question pour le motif que la réponse pourrait tendre à m'incriminer ou à m'établir dans ma responsabilité dans une affaire civile ou criminelle, monsieur. Laissez-moi pas seul, hein? Les frères, laissez-moi pas seul. Aujourd'hui, c'est gros, ils ont quasiment tout dans le Vieux-Montréal et dans l'Ouest. C'est quasiment toutes les routes de ça. C'est Pierre McSween, devenu délateur, qui viendra clouer le cercueil des frères Dubois. Bien, ça avait bien d'argent, ça vous fait rien arriver, mais t'as pas rien de faire des jobs tout seul. Tu vas dire au gars, mais tu vas avoir 3-4 soirs, ils travaillent pour toi, tu vas dire, ben quand il y a 10 000, 5 000 de verre à ce moment de ça. McSween était connu dans le milieu parce qu'il faisait partie de ce qu'il appelait la gang de l'Ouest. Ça vous dit quelque chose, hein? Un groupe opposé qui fraternisait avec les Dubois. Le bonhomme avait du panache à la télévision, mais il avait une chevelure blanche, une tignasse, je me souviens très bien. Et il répondait carrément il essayait pas d'éluder aucune question. Alors, c'était très impressionnant pour l'époque.
d'avoir un témoin de cette nature-là live. Tandis qu'après mon frère et moi... McSween, un ancien membre du gang, s'était juré de venger la mort de son frère abattu par le clan Dubois. Il a fait la leçon et que vous avez démontré que vous aviez beaucoup de magnanimité à son endroit, que vous étiez pour prendre des amendes et les mettre sur le dessus, mais à la condition qu'il paie des amendes. S'il se sauve une autre fois, qu'est-ce que vous allez y faire? Ben là, en premier, il mange le volet. Si je veux pas comprendre pantoute, mais... Et lorsqu'il dit, vous dites qu'il donne des volets, c'est-tu une volée, c'est quoi une volée? C'est simplement une claque la figure ou quoi? Ben, une couple de fois, ils vont manger un couple de coups de poing sur la gueule, ça fait la main. Après, si le gars ne veut pas comprendre pantoute, il mange des volets plus gros. Volets plus gros, ça pourrait-tu dire un petit bras de cassé? Ouais, c'est ça. Monsieur McSween, ça pourrait-tu dire un bras de cassé? Ah oui, c'est ça. C'est ça que ça veut dire? Oui. Une jambe cassée? Bon, ça arrive. C'est incroyable ce que McSween racontait. On serait cru dans le Far West où les voitures circulaient à des vitesses considérables pendant la nuit avec des mitraillettes dans les mains. On serait cru à Chicago dans les belles années de la Prohibition. Les travaux de la SECO ont duré à peu près jusqu'au milieu des années 80. Les commissaires ont pu compter sur de l'écoute électronique et des agents doubles pour faire le grand ménage. La semaine prochaine, nous vous amènerons dans les coulisses de la commission. Nous vous présenterons ces personnages et vous comprendrez pourquoi la SECO est devenue le téléroman le plus populaire des années 70. Wow! Marilyn Monroe, là, blanchissait contre elle. Elle était blonde naturelle, statuesque. Et puis, elle avait une paire de jambes qui était fantastique. Un beau corps, puis elle paraissait extraordinaire. J'ai dit, tiens, les Italiens, ils aiment les femmes, puis ils aiment les blondes. Vous n'êtes pas une police, vous êtes un client. Puis là, on va vous donner de l'argent marqué, puis il faut aller cogner. Et puis, il faut dire un mot de passe. On va vous dire le mot de passe. Vous allez cogner, puis vous allez entrer. J'ai dit bonjour à M. Viali pendant plusieurs années. J'étais livreur à la pharmacie qui était juste de l'autre côté de la rue.